Église Saint-Jean-Baptiste de Montresor, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org. L'église Saint-Jean-Baptiste est une ancienne collégiale située à Montresor dans le département d'Indre-et-Loire, en France. Fondée en 1521 par Humbert de Batarnais, seigneur de Montresor, qui souhaite en faire la sépulture de sa famille, et dédiée à Saint Jean-Baptiste, elle est immédiatement élevée au rang de collégiale et abrite un chapitre de 5 puis 12 chanoines. Humbert de Batarnais meurt avant la fin de la construction, mais son corps y est finalement inhumé un peu plus tard. À partir de 1700, avec la création de la paroisse de Montresor, elle assure la fonction d'église paroissiale. À la Révolution française, alors que le chapitre de chanoines s'est fortement réduit depuis un siècle, les derniers d'entre eux se dispersent, mais l'église, bien que pillée et victime d'importantes dégradations en 1793, conserve sa fonction paroissiale, qu'elle assure encore au XXIe siècle. Elle observe le plan assez original d'une croix de Lorraine. Si son architecture est marquée par la fin de l'époque gothique, son décor, extérieur comme intérieur, porte l'empreinte des débuts de la Renaissance française. L'église a fait l'objet de nombreuses restaurations et réparations, notamment dans la seconde partie du XIXe siècle, sous l'impulsion de la famille Braniski et surtout de Xavier Braniski, maire de Montresor de 1860 à 1870 et généreux mécène pour sa commune. La restauration du tombeau des Batarnais est l'une des interventions les plus symboliques de cette époque, tout comme la décoration intérieure de l'église, faisant appel à des tableaux de la Renaissance italienne ou de l'école classique. Elle est classée au titre des monuments historiques par la liste de 1840, elle renferme 19 objets recensés dans la base Palissy des biens mobiliers protégés par le ministère de la Culture et de la Communication. Partie 1. Localisation. Située sur la commune de Montresor, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Loches, non loin de la limite entre l'Indre-et-Loire et l'Indre, l'église Saint-Jean-Baptiste de Montresor est implantée à l'est du château de Montresor et au nord-est du noyau urbain qu'elle a précédé, sur le flanc du coteau de la rive droite d'un méandre de l'Indrois. Elle est supportée par une terrasse artificiellement aplanie à l'altitude de 100 mètres, 10 mètres au-dessus du niveau de la rivière, en léger contrebas du château, 106 mètres. Rompant avec l'orientation habituelle des édifices de culte chrétiens, son portail principal est orienté au nord-ouest et son abside pointe vers le sud-est. Jusqu'au XIXe siècle, époque de son comblement, une douve artificielle, creusée à l'époque médiévale dans le plateau, protégeait au nord le site sur lequel s'élevait le château et la collégiale. Deux ponts-levis, plus tard remplacés par une rampe pour l'un et par un pont fixe, le pont Bouvet pour l'autre, permettaient aux châtelains d'accéder directement à la collégiale en franchissant les fossés du château par l'actuelle rue Potocki. Partie 2. Historique. 2.1. De la fondation au XVIIe siècle. Vers 1520, Humbert de Batarnais, seigneur de Brie-Dorée et de Montresor, conçoit le projet de fonder une collégiale dans laquelle lui et sa famille seraient inhumés. Son choix se porte tout d'abord sur Brie-Dorée, où il possède une forteresse médiévale, et le projet avance dès mars 1519. Mais en 1521, pour des raisons inconnues, Humbert de Batarnais change d'avis et décide que la fondation se fera en définitive à Montresor, non loin de son logis Renaissance, la chapelle castrale du XIIIe siècle, semblant sans doute trop exiguë. La construction commence en mars 1522. Humbert de Batarnais dote la collégiale d'un collège de 5 chanoines prébandés tenus d'y chanter quotidiennement à notes une grande messe et les heures canoniales, avec 2 jeunes enfants instruits à lire et à chanter. Le nombre des chanoines est rapidement porté à 12. Humbert de Batarnais meurt en 1523. L'église, en cours de construction, n'étant pas encore apte à accueillir sa sépulture, il est inhumé dans la chapelle du château, avant que son corps ne soit déplacé dans le chœur de la nouvelle collégiale. La date du transfert de ses cendres n'est pas connue. L'église est consacrée le 10 décembre 1532 par l'archevêque Antoine de Bar, après achèvement du gros œuvre, mais les travaux ne prennent fin qu'en 1541.
Ils reprennent rapidement puisque vers 1550, sous l'impulsion de René de Batarnais, fils d'Humbert, une chapelle est construite contre le côté sud du chœur. Elle est dédiée à Notre-Dame de Lorette en hommage à la Sainte Maison de Lorette dans la province italienne d'Ancône, dont les pèlerinages sont alors réputés. Aucune mention ne semble faite de dégâts causés à la collégiale récemment construite du fait des guerres de religion. Dès 1680, face à la faiblesse des revenus de la collégiale, le nombre des chanoines est réduit à 4. À la même époque, en 1683, Isabeau de Savoie, belle-fille d'Humbert de Batarnais, élargit la possibilité d'inhumation dans l'église collégiale à tous les habitants de Monttrésor, à condition que le revenu qui en proviendra sera employé aux réparations de la dite église. En 1700, la paroisse de Monttrésor est créée aux dépens de celle de Beaumont-Village et la collégiale Saint-Jean-Baptiste en devient le lieu de culte paroissial. 2.2 Le XVIIIe siècle et la Révolution française. Vers le milieu du XVIIIe siècle, divers travaux intéressent l'Église, comme la réparation par 2 fois du clocher ou la suppression de certains autels. En 1789, avec la Révolution française, le chapitre de chanoines est dissous et l'Église est mise à la disposition de la nation en application du décret du 2 novembre 1789. Le détail des événements survenus à Monttrésor pendant la période révolutionnaire est mal connu, mais en 1793, l'Église subit de nombreux dommages. Le tombeau des Batarnais est démantelé, mais une partie des fragments sont abandonnés sur place, les verrières fortement endommagées et les statues extérieures comme intérieures détruites ou mutilées. 2 des 4 cloches disparaissent. L'église reprend sa fonction paroissiale à la fin de la Révolution. À compter de ce moment, l'ancienne chapelle Notre-Dame de Lorette fait office de sacristie. 2.3 De la grande restauration du XIXe siècle à l'époque contemporaine. L'église fait partie des édifices classés par la liste des monuments historiques protégés en 1840. Mais en 1853, le maire de Monttrésor écrit au préfet pour s'inquiéter de l'état de délabrement de l'édifice. La même année, la Société archéologique de Touraine envoie une commission enquêter sur l'état du tombeau des Batarnais, démoli, mais dont la plupart des éléments plus ou moins endommagés sont stockés dans l'église. D'importants travaux, en grande partie financés par le comte Braniszki, ont lieu dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le clocher, en mauvais état, est démonté en 1861. Sa reconstruction, temporairement interrompue en 1869, se termine en 1875. L'architecte Roguet en conduit la reconstruction et une maquette du nouveau clocher est exposée au château de Monttrésor. La charpente et la couverture sont refaites en 1867-1869. Le tombeau des Batarnais est restauré et remonté dans l'angle nord-ouest de la nef en 1875, en même temps qu'une fenêtre, jusque-là murée, est ouverte à l'extrémité de la nef au-dessus du portail pour éclairer le tombeau. La verrière qui la garnit est reconstruite à partir des éléments d'un ancien vitrail détruit en 1793. En 1877, le culte est rétabli dans la chapelle Notre-Dame de Lorette, alors qu'une petite sacristie est construite au nord du chœur, et en 1883, le bras méridional du transept est restauré et meublé à partir de la chapelle Saint-Roch, autre édifice cultuel de Monttrésor, désaffecté. C'est désormais le bras sud du transept de l'église qui prend le nom de chapelle Saint-Roch, la chapelle du bras nord étant dédiée à la Vierge. La loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905 confirme l'État dans sa propriété de l'église, mise à sa disposition en 1789. En 1919, le portail est refait. Le trumeau central, en mauvais état, est démonté et entreposé à l'intérieur de l'église. Un accord, intervenu en 2013 entre la municipalité de Monttrésor et le diocèse de Tours, permet l'organisation de manifestations culturelles dans l'église. En 2015, l'église Saint-Jean-Baptiste de Monttrésor est l'un des 8 lieux de culte de la paroisse de Monttrésor au sein de l'archidiocèse de Tours. Partie 3. Architecture.
L'édifice, dans sa configuration initiale avant la construction de la chapelle Notre-Dame de Lorette, adopte sensiblement la forme d'une croix de Lorraine, sa branche principale étant constituée par l'alignement du chœur et de la nef, la plus grande des branches transversales étant figurée par le transept et la plus petite par les chapelles latérales au chœur. L'église mesure 34 mètres de long, 8,70 mètres de largeur au niveau de la nef et 10 mètres de hauteur sous voûte. Comptant parmi les rares églises de Touraine construites au XVIe siècle, associant architecture gothique et décor Renaissance, l'église a suscité l'admiration de Dorothée de Courlande, duchesse de Dinaud, qui décrit ainsi dans Chronique de 1831 à 1862 son passage à Montrésor le 14 juillet 1837 lors d'un voyage en Touraine et dans le Berry en compagnie de Talleyrand. Nous nous sommes arrêtés ensuite à Montrésor pour inspecter une des plus jolies églises de la Renaissance que j'ai vues. Elle est bâtie à côté d'un vieux castel qui doit son origine au fameux Foulques Nérat, le plus grand bâtisseur avant Louis-Philippe. 3.1 La façade et la nef. La façade, flanquée de 2 contreforts obliques, s'ouvre par un portail formé de 2 portes jumelles en anse de panier et séparée par un trumeau surmonté d'un tympan de 5 niches à coquilles abritant des statues. Un perron de 5 marches permet d'accéder à ce portail. Une verrière ouverte au-dessus du tympan éclaire la nef. La nef unique, sans collatéraux, est composée de 2 travées voûtées en ogive. L'emplacement des 4 verrières prévues pour éclairer la nef est simplement marqué et les arcatures en sont aveugles. Une porte simple, ouverte dans le flanc méridional de la première travée, offre un autre accès à la nef par un escalier de 6 marches. Une tourelle, dont l'escalier est accessible à partir de la nef, à l'angle sud-ouest de l'édifice, donne dans les combles. Des contreforts massifs renforcent la façade à chacun des angles, ainsi que la nef et le chœur entre ces 2 travées. Si du côté sud de la nef, leur style est typique de la fin de l'époque gothique avec un double étage de pinacles et de volutes, au nord, le style Renaissance leur est clairement appliqué et ils sont décorés de blasons dont beaucoup martelés à la Révolution sont difficilement identifiables. Il est même possible d'observer au niveau du chevet des contreforts composites comportant un étage unique de volutes et pinacles gothiques surmontés d'un blason Renaissance. 3.2 Le transept et les chapelles. Le transept est composé de part et d'autre de la nef d'une seule travée dont les angles extérieurs sont épaulés par des contreforts. Son croisillon sud est dédié à Saint-Roch. 2 chapelles seigneuriales s'ouvrent dans la dernière travée du chœur. Elles sont reliées au bras du transept correspondant par un couloir parallèle à la nef. Ce dispositif, appelé passage Berrichon, permettait aux châtelains de gagner leur chapelle sans traverser le chœur et sans perturber le déroulement des offices. Ces 2 chapelles ont été dans un premier temps couvertes de terrasses pour ne pas obstruer la vue des verrières qui les surplombent dans le chœur. Ce n'est qu'ensuite qu'elles furent voûtées, probablement en même temps que la chapelle Notre-Dame de Lorette était construite. La chapelle Notre-Dame de Lorette, utilisée comme sacristie après rétablissement du culte, mesure 9 mètres par 4 et ses angles extérieurs sont pourvus de contreforts. Elle est accessible par une porte Renaissance pratiquée au fond de la chapelle seigneuriale sud. 3.3 Le chœur. Le chœur est composé de 2 travées et les chapelles latérales s'ouvrent dans la seconde. Il se termine par une abside à 5 pans, épaulée par 4 contreforts plaqués. Cette abside était à l'origine éclairée par 5 verrières, une par pan, mais les 2 extrêmes ont été condamnés. Une dalle, au sol au centre du chœur, marque l'emplacement du caveau de la famille Batarnais, surmonté jusqu'à la Révolution par le mausolée. Ce caveau renfermait alors les corps d'Humbert de Batarnais et d'autres membres de sa famille, dont Anne de Joyeuse. Il est probable qu'un jubé, disparu à une date inconnue, assurait la séparation physique entre le transept et le chœur. 3.4 Les voûtes, la toiture et le clocher.
Les voûtes des croisillons et de l'abside sont établies sur croisées d'ogives avec liernes et tiercerons. Celle de la nef du chœur ne comporte que des demi-liernes interrompues par des médaillons, trahissant l'évolution du style de décor. Enfin, celles des chapelles sont couvertes de berceaux en plein cintre à caissons, dont plusieurs sont décorés de bas-reliefs, et celles des couloirs latéraux de berceaux simples. Toutes les clés de voûte sont décorées d'un blason aux armes des Bâternais. L'église est couverte en ardoise, et sur chacun des deux pans du toit, deux lucarnes ajoutées au XIXe siècle permettent d'assurer la ventilation des combles. Un clocher d'ardoise sur charpente en bois surplombe la croisée du transept, alors qu'un lanternon hexagonal terminé par un dôme également couvert d'ardoise est installé au faîte de la toiture du croisillon sud du transept. Partie 4. Décor et mobilier. 4.1. Le décor extérieur. Une frise court en partie haute des murs tout autour de l'église. Elle est décorée de médaillons portant soit des têtes historiques, soit des armoiries. Ces motifs ont été recopiés pour la décoration de certains éléments intérieurs. 3 niches, vides de leurs statues, prennent place au-dessus de la porte latérale. Cet ensemble est surmonté d'un tympan gravé, représentant des scènes de la vie de Jésus. 3 niches, vides de leurs statues, surmontent la porte. Le tympan surmontant le portail principal est pourvu de niches séparées par des colonnettes et abritant des statues, pour la plupart décapités ou mutilés à la Révolution, mais dans lesquelles des personnages de la Bible, apôtres, évangélistes, sont malgré tout reconnaissables. Les sculptures et le décor extérieur semblent avoir été exécutés entre 1530, car les armes conjointes de René de Batarnais et d'Isabeau de Savoie se retrouvent dans ces décors, et 1530 est la date probable de leur mariage, et 1541, puisque cette date est mentionnée dans 2 inscriptions sur l'ancien trumeau du portail principal. La diversité des thèmes des sculptures et leur répartition apparemment aléatoire dans le décor extérieur de l'église suggèrent qu'aucun plan n'était clairement défini pour la décoration et qu'au contraire les artistes ont laissé une grande part à leur inspiration du moment. 4.2. Le tombeau des Bâternais. Le tombeau des Bâternais, qui était situé au milieu du chœur, a été démoli en 1793, mais de nombreux fragments en ont été récupérés et cachés dans le caveau que surmontait le monument. L'entrée de ce caveau est fortuitement mise au jour à la faveur de travaux sous la seconde Restauration, et les fragments du tombeau entassés dans les chapelles et le transept. Une commission de membres de la Société archéologique de Touraine se rend sur place en 1853 pour évaluer la faisabilité d'une restauration du tombeau. De manière provisoire, les gisants ont été replacés sur une planche horizontale reposant sur des parpaings et les statues préservées ont été remises à leur emplacement initial. Toutefois, cette restauration provisoire se heurtant à l'opposition de la commission des monuments historiques, l'ensemble est démonté et les vestiges du tombeau remis à l'abri. Un autre projet un peu plus tard subit le même sort. Ce n'est qu'en 1875 que sous l'impulsion de la comtesse Braniszka, le tombeau peut être restauré par l'architecte Roguet et le sculpteur Breuil, comme en témoigne une inscription sur le monument. Cependant, au lieu de prendre place comme auparavant au milieu du chœur, il est installé dans la nef, à gauche du portail principal, pour que la célébration des offices soit facilitée. En outre, faute de description du tombeau dans sa configuration originale, il est impossible de savoir s'il a été restauré à l'identique. Le massif du monument, sur plan carré de 2,3 mètres de côté, mesure 1,05 mètres de haut. Le soubassement du tombeau est creusé de niches, soulignées par des colonnettes et des arcs. Ces niches sur fond de marbre noir abritaient avant la Révolution des statuettes en albâtre représentant les 12 apôtres et les 4 évangélistes. Seules 12 d'entre elles ont pu être remises en place, après restauration suite aux mutilations de la Révolution, décapitation bien souvent, et 4 sont manquantes. Le côté nord du tombeau qui regarde le mur de la nef en est totalement dépourvu. Sur une épaisse dalle d'ardoise sont déposés 3 gisants en marbre blanc. Au centre, Georgette de Montchenu,
morte et inhumée à Blois en 1511, dont les pieds reposent sur 2 griffons. À sa droite, son mari Humbert de Batarnais, mort en 1523, dont les armes sont soutenues par 2 lions, et à sa gauche, leur fils François de Batarnais, mort en 1513 dans des combats en Picardie, dont les pieds s'appuient sur un lévrier. 4 anges agenouillés portant les armoiries des familles de Batarnais, écartelées d'or et d'azur, et de Montchenu, de gueules à la bande engrêlée d'argent, ornent les 4 coins du mausolée. La finesse et la précision des traits des gisants suggèrent qu'ils ont peut-être été réalisés d'après des moulages effectués sur les corps. Si l'exécution des gisants a pu être attribuée à l'atelier de Michel Colombe et de ses successeurs comme Guillaume Regnault ou à Martin Claustre, les statuettes du soubassement sont plus probablement l'œuvre de l'école italienne. 4.3 Les verrières. Lors de la construction de l'église, 18 baies étaient prévues. Seules 4 d'entre elles sont totalement ouvertes, une en façade et 3 dans l'abside. 6 autres ne sont ouvertes qu'en partie haute, les 8 dernières n'ayant jamais été percées ou ayant été murées ultérieurement, peut-être pour des raisons de solidité de l'édifice. La fenêtre centrale du chœur est décorée d'une belle verrière du XVIe siècle, représentant la Passion et la Crucifixion. C'est ainsi que la nef n'est éclairée que par une seule baie en façade. La verrière, située au-dessus du portail d'entrée, est partiellement reconstituée à partir de fragments d'un vitrail de l'église initialement placé dans le chœur et datant également du XVIe siècle, détruit en 1793. Elle représente Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste. Ces vitraux peuvent être attribués de par leur style à l'atelier du maître verrier tourangeau Robert Pinégrier. La restauration du vitrail de façade est l'œuvre d'Eugène Oudinot. Les autres verrières sont garnies de verre blanc ou au décor simple, qui ont remplacé vers 1842 les vitraux trop endommagés. La chapelle Notre-Dame de Lorette, sacristie, prend jour à l'extérieur par une ouverture sur son côté ouest. Cette ouverture est munie d'un vitrail du XVe siècle, provenant probablement de l'ancienne chapelle castrale détruite en 1845. 4.4 Les tableaux et statues intérieures. Dans la chapelle nord est exposé un tableau de 1636 attribué à Philippe de Champaigne représentant l'Annonciation, don du comte Braniszki. Ce tableau a fait l'objet d'une restauration en 2002. Le cardinal Joseph Fesch, grand collectionneur, avait amassé plusieurs milliers de tableaux. Après sa mort, entre 1841 et 1845, sa collection est dispersée et Xavier Braniszki en rachète une partie. Il fait don de 4 de ces tableaux, de l'école italienne du XVIe siècle, à l'église de Montrésor, dans la nef de laquelle ils sont exposés. Ces 4 tableaux, représentant des scènes de la Passion du Christ, Ecce Homo, Flagellation, Mise au tombeau, Résurrection, sont attribuables à Marcello Fogolino, qui a pu s'inspirer pour ses œuvres, comme pour d'autres, des peintures d'Albrecht Dürer. Le long des murs de la nef et du chœur, 14 bas-reliefs en pierre représentent les stations du chemin de croix. Le croisillon sud abrite une statue en terre cuite représentant Saint Roch, identifiable grâce au chien qui l'accompagne. À la Révolution, l'animal a été décapité et Saint Roch a perdu un bras et une jambe. Cette statue provient de la chapelle Saint-Roch, située à Montrésor. La chapelle a été désaffectée à la Révolution, mais la statue y est demeurée jusqu'aux années 1980, d'abord à l'intérieur, puis dans une niche extérieure à la façade. Sur le mur opposé du croisillon du transept est accrochée une toile de la fin du XVIIe siècle, dont l'auteur est inconnu et qui représente saint Blaise. Dans la sacristie, une statue en bois de Notre-Dame de Lorette du XVIe siècle subsiste au-dessus d'un autel, rappelant que ce lieu était autrefois une chapelle dédiée à cette sainte. Entre le grand portail et la verrière qui le surplombe, une niche abrite une statue de Catherine d'Alexandrie. Enfin, une statue du Christ en bronze doré ciselé du XIIe siècle est exposée dans le chœur. 4.5 Les autres mobiliers. Les stalles du XVIe siècle, dans lesquelles prenaient place les chanoines du chapitre pendant les offices,
sont installées des deux côtés du chœur, de part et d'autre des chapelles seigneuriales. Elles offrent 21 places. Elles sont décorées de médaillons reprenant pour la plupart les motifs de la frise extérieure de l'église et pourvues de miséricordes permettant aux chanoines de prendre appui sur elles pendant la partie des offices où ils sont debout. Avant la Révolution, 4 cloches étaient installées dans le clocher de l'église. 2 d'entre elles ont disparu, refondues en 1793. La plus imposante des 2 cloches restantes, fondue en 1599, pèse 635 kg. La seconde, fabriquée en 1583, pèse 232 kg. Outre la statue de Saint-Roch, le croisillon sud du transept abrite divers mobiliers provenant de la même chapelle, comme un autel ou un retable. Une croix d'autel en cristal de roche, provenant peut-être du château de Versailles, ainsi qu'un buste portant un médaillon évidé permettant d'y enchâsser des reliques, font également partie des objets protégés au titre des monuments historiques. Les liens particuliers existant entre Montrésor et la Pologne ont permis d'obtenir qu'une calotte ayant appartenu au pape Jean-Paul II, natif de la région de Cracovie, soit exposée dans une chapelle de l'église. 4.6 Inscriptions murales et graffitis. Les parois des couloirs reliant les croisillons du transept aux chapelles seigneuriales sont presque entièrement recouvertes de graffitis gravés dans la pierre, la plupart étant des ex-voto ou de simples témoignages du passage d'un visiteur. Sur les parois des croisillons du transept, les inscriptions sont plus rares, relatant plutôt des événements marquants de l'histoire de l'Église. C'est ainsi qu'il est par exemple mentionné que le 20 juillet 1660, le tonnerre tomba sur le clocher. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse gnu.org/copyleft/fdl. La bibliographie utilisée pour la rédaction de cet article est présentée et des articles connexes et un lien externe proposés en partie 5 de celui-ci. Les notes et références sont listées en partie 6. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 24 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 28 août 2015 à 14h38 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.